Bonjour. Alors, ce module s'intéresse au thème 1, la bioéthique. C'est-à-dire, on va faire un survol de l'évolution des problèmes éthiques liés à la médecine. Donc, bioéthique, d'où vient le mot? Donc, bios, grec ancien, la vie, on pense biographie d'une personne. Et si vous avez lu Aristote, vous avez sans doute vu le mot zoé, mais si vous connaissez le terme zoologie, c'est le vivant. Donc, la bioéthique est l'éthique de ce qui vit. On peut l'avoir dans le sens large, l'éthique animale même, ou dans certains textes, on parle de l'éthique environnementale. Mais de plus en plus, et surtout, je dirais en Amérique du Nord, le terme est centré sur l'humain. Donc, la bioéthique qui vraiment regarde les problèmes liés au sujet humain, soit en recherche ou en pratique médicale. Alors, comme j'ai mentionné, c'est évidemment les problèmes de bioéthique vont être liés à la médecine. Alors, on a eu l'évolution de la médecine et je vais regarder surtout ce qu'on va voir là, c'est l'évolution à partir du 19e siècle ou à peu près. Donc, les endroits où on pratique la médecine, qui étaient chez le patient avant, mais de plus en plus dans les hôpitaux. Et maintenant, on a des centres de soins prolongés et on a des centres de soins, des hospices, des soins de fin de vie. Le type d'intervention, alors on avait peut-être des piqûres, des chirurgies, là on a encore plus de possibilités, et la recherche sur les sujets humains. Et on va voir la recherche sur les sujets humains, c'est vraiment l'axe qui a fait évoluer les questions éthiques face aux sujets humains. C'est-à-dire comment traite-t-on ces personnes-là. Alors, en premier lieu, les institutions. Alors, les hôpitaux. Alors, si on regarde les hôpitaux du 19e siècle, c'était des endroits qu'on craignait, à juste raison, parce que lorsqu'on rentrait dans l'hôpital, habituellement, on n'en sortait pas vivant. Il y avait des choses qu'on n'avait pas contrôlées ou mal compris, ou qu'on n'avait pas encore compris, c'est ce qui arrive. Donc, si on vit plus longtemps aujourd'hui, vous allez voir ça dans les textes, c'est certainement, il y a l'évolution de la médecine, mais une des grandes raisons, c'est qu'on se lave les mains. On a des toilettes et on dispose des déchets. Alors, des gestes simples, se laver mes mains, ça coûte pas cher, mais ça coupe les maladies et les germes. Et on ne se lavait pas les mains, on ne lavait pas les tables d'opération, on ne connaissait pas l'idée, les microbes. Les microbes, ça se propage. Donc, par exemple, les femmes qui accouchaient, souvent mouraient au 19e siècle dans leur accouchement, c'est à cause de ça. Et une philosophe et une auteure très connue, donc Mary Wollstonecraft, 18e siècle, qui a donné naissance à Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, qui justement a célébré son 200e anniversaire l'année dernière. Puis il y a un film sur justement Mary Shelley, je le recommande. La mère de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, est décédée quelques jours après avoir donné naissance à sa fille. La raison, c'est que le médecin avait les mains sales et donc elle a eu une infection et est décédée. Alors, des gestes qui deviennent importants et qui ont fait évoluer la médecine. Et maintenant, les hôpitaux n'ont plus l'air de ce genre d'endroit où les microbes se propagent très rapidement. Et vous allez voir qu'il y a des endroits évidemment, dans les hôpitaux, on isole les personnes très malades et tout ça. Un autre, aspect du 19e siècle qui va avoir un impact significatif sur la médecine, c'est le racisme et l'eugénisme. Et là, ça, vous avez des exemples de visages. Au 19e siècle, on devient obsédé, ou certaines personnes, en Europe surtout,
en Amérique du Nord aussi, on veut mesurer le crâne des individus, on veut mesurer l'angle du nez. Si vous avez regardé les écrits par les nazis, vous allez voir ce genre de questions et enfin de théories qui posent que le visage blanc, le visage selon les nazis athéniens par exemple, est le visage d'une race plus évoluée. Alors on a cette idée de racisme, donc certaines races sont plus évoluées que d'autres. Et entre autres, j'aime toujours préciser que le concept de race est un concept social et non biologique. Il n'y a aucun déterminant biologique de la race. En fait, on s'entrecoupe. Mais le racisme existe et c'est une construction sociale qu'on a décidé en mesurant arbitrairement des crânes ou en décidant qu'un nez qui est trop large ou moins large donne une idée de l'intellect de la personne. Alors, on a cette idée de racisme, donc certaines races sont meilleures que d'autres, et on arrive à l'eugénisme qui veut dire éliminer certaines personnes. L'eugénisme peut être pratiqué par la stérilisation forcée qu'on a vu pratiquée sur les Autochtones en Amérique du Nord, soit qu'on le faisait, puis on ne le disait pas à la personne, ou on le faisait, et même si on lui disait, on disait, bon, c'est ça, on coupe les trompes, on le faisait aux femmes. Et par d'autres méthodes, telles celles des nazis, qui ont tenté d'éliminer les Juifs parce qu'ils avaient classifié ces individus qui pratiquaient cette religion comme étant des individus de race inférieure. Alors, pourquoi ça joue en bioéthique? Bon, on arrive au procès de Nuremberg. Les procès, je devrais dire, il y a eu 13 procès, je pense. C'est ça, oui, 13, de 1945 à 1949, qui ont porté sur les nazis qui ont fait des expériences sur des êtres humains juifs, sans évidemment leur consentement, et des expériences qui étaient horribles, au fait. On mettait les personnes dans des situations de gel, d'eau froide pour savoir combien de temps elles étaient pour survivre, de pression énorme, etc. Des expériences vraiment horribles pour supposément faire avancer la science. Alors, ça a donné lieu à une reconnaissance que les sujets humains qui participent à la recherche peuvent participer s'ils donnent un consentement éclairé, et aussi que cette recherche, qu'on doit évaluer la recherche pour voir si elle donne des bénéfices ou elle est simplement nocive. Donc, les institutions maintenant, les grandes institutions de recherche, les universités, ont tous des comités de recherche qui vont évaluer chaque projet en fonction de l'impact sur les sujets humains. Donc, si vous faites une expérience, même un questionnaire très général, et vous demandez à vos collègues, et vous voulez vous en servir dans une recherche, il faut que vous ayez l'approbation d'un comité de recherche, d'un comité d'éthique de recherche, au fait, je devrais dire. Alors, le procès de Nuremberg et les nazis ont donné lieu à la Déclaration des droits de la personne humaine, mais aussi, ils ont donné lieu à plusieurs politiques qui ont évolué dans les décennies qui ont suivi face à la recherche au sujet humain. Donc, aux États-Unis, le rapport, qui est très connu, qui a été, modifié, mais qui a pris naissance, on pourrait dire, en 1979, le Belmont Report,
for the Protection of Human Subjects, 1979. Alors, il a célébré, son 35e, il n'y a pas très longtemps. Au Canada, et vous pouvez voir ça sur le site du gouvernement, on a les 3 conseils qui ont des politiques sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains. Alors, plusieurs, je dirais tous les pays, mais presque tous les pays se dotent de politiques gouvernementales face à la recherche qu'on fait avec des sujets humains. Ça comprend les enfants aussi, parce qu'on doit inclure les enfants, et aussi les sujets vulnérables comme les femmes enceintes. Alors, tout ça a eu lieu, en fait, parce qu'on a pris conscience qu'on peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui. En fait, ce n'est pas éthique. On peut pas se servir d'une personne pour un but qu'on dirait même qui aiderait l'humanité. Non, c'est pas ça. Parce que on est une personne, chaque être humain est une personne qui a une dignité. Hein? Mais on pourrait penser que, au fait, les nazis sont les personnes qui ont abusé des sujets de recherche, par exemple, et que c'est juste en Allemagne que ce genre d'excès et de crimes a eu lieu. Bon, seront prêts. Aux États-Unis, il y a eu une étude qui a pris place durant 40 ans, Tuskegee, dans un État des États-Unis, la ville c'est Tuskegee, qui est maintenant très connue. Alors, l'étude, c'était des hommes noirs, pauvres, qui avaient la syphilis. Et lors du début de l'étude, on avait des remèdes, si on veut. On peut traiter la syphilis avec des antibiotiques comme la pénicilline. C'est très connu. Sauf que les médecins voulaient voir l'évolution de la maladie dans les sujets humains. Donc, ils ont pris une population vulnérable, des hommes pauvres, noirs. Ils ont consulté ces personnes-là. Ils leur ont dit, vous avez une maladie de sang, c'est tout. Ils leur ont pas dit qu'ils avaient une maladie qui pouvait être communiquée à d'autres, qui pouvait être donnée à d'autres personnes. Ils ont pas traité. Ils ont simplement regardé l'évolution de la maladie. Et cette étude a pris place pendant 40 ans, donc plusieurs décennies. Alors ça, c'est une tâche, et c'est pas la seule hein, aux États-Unis. Le Canada aussi. Autre exemple, c'est le Allen Institute, qui est à McGill, c'est-à-dire qui est proche de McGill, juste en arrière de McGill, où on a pris des sujets, des femmes qui étaient en psychose et on leur a fait prendre du LSD et on a étudié enfin leur comportement. On les a gardés réveillés pendant plusieurs heures du jour pour voir leur comportement. Encore problématique. Et la photo de la personne que vous avez devant vous, c'est Alice Robbie, qui était une chanteuse assez prometteuse, qui était populaire. Mais on a pratiqué une lobotomie qui était, enfin, une nouvelle intervention dans les années 30, 40 ou à peu près. C'est une intervention qui est facile à faire. Donc, on n'est même pas obligé de mettre la personne sous anesthésie. On fait juste rentrer comme une espèce d'instrument en dessous de l'œil ici, et puis on mêle, on brouille le cerveau ici. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça endommage le lobe frontal. Donc, le lobe frontal est important pour la prise de décision et tout ça. La personne devient très passive. Donc, on avait décidé, les parents de Alice Robbie avaient décidé qu'elle était trop énervée. On a pris Alice Robbie, qui était dans la vingtaine, et on lui a fait subir une lobotomie. Donc, ça a eu des coûts énormes. Elle est la personne qui a survécu le plus longtemps avec une lobotomie. Elle est morte à l'âge de 86 ans.
et elle s'est beaucoup battue pour les droits des personnes avec maladie mentale. Alors ça, c'est les abus qu'on a fait, soit en pratique avec le Alice Robbie ou soit en recherche au Canada, aux États-Unis et aussi en Europe avec des sujets humains. Et donc, maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. On doit donner son projet, comme j'ai dit, à un comité éthique de recherche qui va évaluer les bienfaits, aussi les risques aux personnes qui vont participer au projet. Et ensuite de ça, on va demander au sujet de donner un consentement éclairé. Éclairé, ça veut dire que on comprend qu'est-ce qui va se passer, on comprend les risques et on comprend les possibles bienfaits. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est l'éthique de la recherche, mais qui a eu un impact pour faire comme avancer la bioéthique. Un autre avancée au point de vue médical, qui est une intervention, c'est la greffe d'organes. La greffe d'organes du rein. Donc, une greffe de rein, ça, tout le monde peut, ou à peu près, on peut dire, on a 2 reins habituellement, donc on peut en donner un. Donc, c'est de vivant à vivant. Donc, la première greffe a eu lieu avec succès en 1954. Alors ça pose évidemment des questions de consentement, mais la personne est vivante. Cependant, les autres organes, comme le foie, le cœur, le pancréas, et même les poumons, quoique le foie, on peut donner une partie de son foie, mais on peut se concentrer sur le cœur, par exemple. Donc, on a juste un cœur, puis on en a besoin habituellement. Alors, ces greffes-là sont faites avec succès vers la fin des années 60. Christian Barnard, en Afrique du Sud, a fait une greffe de cœur avec succès en 1967. La personne qui a reçu le cœur a beaucoup souffert, au fait. Et le problème qu'on avait au début des greffes, c'était de raffiner la dose de médicaments anti-rejet. Alors, c'était tout ça. Alors, c'est pour ça que beaucoup de patients ont décédé. Donc, la personne n'a pas vécu très longtemps, mais la greffe a été réussie. Mais, ça pose une autre question, ça amène une autre question, c'est quand peut-on faire un prélèvement d'un cœur? Alors, quand la personne est décédée, évidemment, on dit. Mais, qu'est-ce que c'est la mort? Comment définit-on la mort? Et ça, c'est une question épineuse parce que, justement, pour que les organes soient encore en bonne santé, il faut qu'ils aient de la circulation du sang. Donc, si le sang circule, ça veut dire que la personne n'est pas tout à fait morte, mais on veut avoir son cœur, puis ça va pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est justement la définition de la mort que on va proposer dans les années 60-70. On en discute encore. Donc, la mort cérébrale, par exemple. Ça veut dire que le cerveau ne fonctionne plus et qu'on garde la personne en vie artificiellement. Donc, il y a quelque chose qui pompe ses poumons et tout. Alors, ça a amené une autre question. Alors, on peut voir comment les interventions, d'une part, font avancer le succès ou les possibilités de la médecine, mais d'autre part, amènent des questions éthiques importantes. Alors, ça, c'est la greffe d'organes. L'autre aussi, qui est plus récente, c'est les avancées technologiques. Et là, on parle beaucoup de génétique avec CRISPR, qui est un outil pour changer qui peut modifier des gènes.
ces technologies-là, mais il y a aussi des technologies qui sont moins complexes de notre point de vue au 21e siècle, mais qui ont fait, qui étaient quand même complexes. Par exemple, être intubé, les poumons artificiels, par exemple. Alors ça, encore, ça amène des questions. Est-ce que la personne va vivre éternellement intubée? Est-ce qu'on peut enlever l'intubation et tout? Alors, les avancées technologiques, encore une fois, nous font réfléchir. Une autre perspective qui amène des enjeux éthiques, c'est celle du patient. Et ça, on va le voir dans les textes lorsqu'on va regarder la relation patient-médecin. Le patient, avant, était comme si on veut, l'enfant du médecin. Le médecin doit faire telle chose. Mais maintenant, le patient est un client. On parle souvent de client. C'est un consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire, donc? Et pour les soins en fin de vie, c'est « je veux que vous fassiez tout pour moi. Je veux ces soins. Je veux. » Est-ce que on a droit à tout ce qui est possible? Alors, c'est une question ouverte que je laisse comme ça. Alors ça, du point de vue du patient, mais aussi du point de vue des soins. Comme je l'ai dit dans le module précédent, on parlait souvent avant de soins aigus. Maintenant, on parle de soins de maladies chroniques, donc de soins de longue durée. Le diabète, par exemple, est une maladie chronique. Donc, on gère sa maladie au fil des années. Donc, c'est une maladie qu'on soigne différemment de lorsqu'on se brise le bras, par exemple, qu'on a un plat, puis ça finit là. Et aussi les soins palliatifs. Les soins qui visent la qualité de vie de la personne. Alors, c'est ça, ça amène des questions maintenant. Qui a droit à quoi? Comment va-t-on gérer? Alors, on comprend ici au Canada que les soins qui sont dans la loi canadienne sur la santé sont des soins dont tout le monde peut avoir accès. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque, vous voyez les dames avec Paro, qui est un phoque robot, les soins de longue durée ne font pas partie de la loi canadienne sur la santé. Mais comment gère-t-on le coût de ces soins? Et qui a accès? Comment peut-on, penser l'accès aux soins adéquats? C'est quoi les soins adéquats pour une personne en fin de vie, par exemple? Quelle sorte de soins doit être payé pour ou quelles sortes de soins sont fournis par l'État? Alors, la loi canadienne sur la santé nous dit qu'il y a 5, principes qui gèrent l'accès ou qui gèrent les soins. Donc, les soins sont donnés par une gestion publique, donc les hôpitaux, par exemple. Ils sont intégraux, donc lorsque vous allez à l'hôpital, vous avez les soins dont vous avez besoin. Ils sont transférables, alors ça, c'est un peu épineux, mais si vous tombez malade en Nouvelle-Écosse, vous avez accès à des soins. Et ils doivent être accessibles. Alors ça, c'est une question aussi qui a vraiment amené de la jurisprudence. Une dame qui était sourde en Colombie-Britannique est arrivée dans un hôpital et n'avait pas accès à des soins parce qu'il y avait personne qui pouvait donner et la comprendre et aussi pouvait lui parler par moyen de signes. Alors, c'est des questions qui portent sur la loi de la santé, mais quand même qui font poser aussi des questions de comment la loi sur la santé va-t-elle s'adapter aux changements médicaux auxquels on vit présentement. Alors ça, c'est
des questions qu'on pose. Et, par exemple, je vous dirais qu'à l'Université d'Ottawa, il y a un centre de droit et de santé qui, justement, regarde plusieurs questions qui, vous l'avez deviné, ont rapport avec la santé et l'accès à la santé. Alors ça, c'est les soins qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'on peut refuser des soins? Alors ça, c'est surtout en fin de vie ou enfin dans des situations assez précises que cette question va surgir. Par exemple, je vais vous donner l'exemple classique. La photo, c'est la photo de Karen Quinlan, une Américaine dans les années 70, jeune femme. Elle a consommé de l'alcool et du Valium et est tombée dans un coma végétatif. Il y a différentes sortes de comas. Coma végétatif veut dire que, enfin, il y a juste une partie du cerveau qui fonctionne. Ses parents ont demandé à la cour de cesser de la nourrir artificiellement et enfin de la désintuber parce qu'elle ne voudrait pas vivre sa vie de cette façon et qu'elle avait effectivement, comment on peut encadrer la question, on peut dire que la personne ne voudrait pas vivre sa vie de cette façon, donc elle a le droit de refuser des soins. On l'a désintubé, on l'a gardé, la nourriture artificielle est décédée 9 ans plus tard. Il y a un autre cas aussi aux États-Unis, Nancy Cruzan, et le dernier, le plus récent, c'est celui de Terri Schiavo, qui a fait beaucoup de tollé. Complexe, une faute là, je m'excuse. Fin de vie plus complexe. Bon, qui a fait beaucoup de tollé dans les médias. Alors, Terri Schiavo était une jeune femme dans la trentaine, je pense, qui a eu un accident vasculaire quelconque, donc anoxie du cerveau, c'est-à-dire pas d'oxygène au cerveau pendant une période assez longue, et qui est tombée dans un coma végétatif. Après plusieurs années, son mari a demandé au centre de soins d'enlever sa nourriture artificielle. Donc, lorsque quelqu'un est dans un coma ou peut pas avaler, c'est pas nécessairement dans un coma, on lui fait soit une gastrostomie, ou une jéjunostomie, c'est-à-dire qu'on met un petit tube dans l'estomac direct, puis on verse l'ensure, effectivement, c'est ça qui arrive. Alors, le mari a dit, bon, Terri n'aurait pas voulu vivre sa vie de cette façon. Les parents, par contre, et c'est pourquoi ça a été dans les médias, les parents ont dit, ce n'est pas vrai, Terri est encore consciente, elle nous regarde, et dans la photo, elle semble regarder sa mère. Et ça a été une photo qui a été beaucoup, ça c'est dans les années 2005 à peu près, qu'il y a eu cet événement. Donc, les parents de Terri disent non, elle a la possibilité de faire du progrès encore. Ça faisait 9 ans qu'elle était dans un coma, là, ça faisait quand même assez longtemps. Et le gouverneur de l'État de Floride, Jeb Bush, s'est prononcé. En fait, c'est un cas qui a été à la cour et finalement, on a donné raison au mari. Et on a enlevé la nourriture artificielle. Donc, ça a été un exemple de dire, bon, cette personne-là, et ça, souvent, si vous allez à l'hôpital, on peut vous faire remplir un formulaire assez descriptif de quelle sorte de soins que vous voulez, ne voulez pas. Et l'idée dans ça, c'est que vous avez le droit, votre corps, c'est vous, ça vous appartient, de dire oui, je veux telle intervention, non, je ne veux pas telle intervention. Donc,
Terri Schiavo avait le droit, enfin, de refuser certaines interventions. Là, la Cour voulait s'assurer que effectivement, c'était bien la volonté de Terri Schiavo. C'est ça le problème aussi, lorsqu'une personne assez jeune tombe dans un coma, elle n'a peut-être pas fait de testament, et on ne sait pas si elle veut toutes les mesures soient prises pour la garder en vie ou non. Alors, mais ça donne l'exemple du refus de traitement. Alors, ça c'est notre survol, c'est les questions qu'on a regardées. Alors, les enjeux, évidemment, c'est le consentement éclairé. Est-ce que vous comprenez l'intervention? Est-ce que votre refus ou votre consentement vraiment est libre et éclairé? Les nouveaux traitements, qui a droit, comment ils appliquent, etc. Ceux qui sont pas encore approuvés, encore ça c'est un autre côté, qui appelle off-label use. Les ressources limitées, par exemple, si on a quelqu'un a besoin de respiration artificielle, puis on a juste un endroit pour intuber, qui a droit à cette intervention? Les organes, c'est un autre. Qui a droit à un rein? Comment choisit-on? La génétique, évidemment. L'accès équitable. Les soins de plus longue durée. Comment va-t-on payer? Les enjeux de fin de vie aussi, et le tourisme médical. Et 2 mots sur le tourisme médical, qui est quand même un problème pour, par exemple, les pays, évidemment, qui souvent vont mettre beaucoup, les pays en voie de développement, les pays plus pauvres vont mettre beaucoup d'argent sur ces nouveaux hôpitaux pour que les personnes riches de l'Occident viennent et peuvent se payer des interventions. Il y a ça. Alors, il y a l'équité dans le pays comme tel. Mais aussi, si la personne qui a eu un rein, aux Indes, elle revient au Canada puis est malade parce que le rein marche pas. Alors ça, c'est le coût des Canadiens qui fait que la personne a été se procurer quelque chose ailleurs, puis elle revient, puis là, elle coûte cher au système canadien. Alors, c'est une question. Enfin, c'est quelque chose qui de plus en plus surgit et pose problème. Et finalement, juste pour vous dire, il y a plusieurs revues maintenant qui vont discuter. Ça, je vous ai donné les revues, les périodiques américains, mais le Kennedy Institute, par exemple, qui justement a été formé pour regarder ces questions en bioéthique. Le Hastings Center aussi qui se penche sur les questions, par exemple, les médicaments, les greffes, et leur dernier numéro regarde comment vieillir bien en société, comment la société aide les personnes à bien vieillir, si on veut. Alors ça termine notre survol de bioéthique, et je pense que ça vous prépare pour lire le texte de Guy Durand. Donc, vous avez le chapitre 1er de l'introduction générale de la bioéthique, c'est son livre. Donc, émergence et situation de la bioéthique, et on va voir ça dans le prochain module. Bonne journée et bonne semaine.